tu peux faire 20 ans de ta vie à bâtir une réputation. Et des gens, sur un mensonge, vont salir ta réputation en une heure. On doit aussi éduquer les gens sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que quelqu'un a perdu que tu vas l'insulter. Parler, comme on dit, laissons parler les gens. Alors, mesdames et messieurs, sachez qu'aujourd'hui, notre épisode est très spécial parce que pour la première fois dans Laissons parler les gens, nous recevons un sportif et pas n'importe lequel. C'est une légende du basketball africain. Oui, à son compte plus de 18 titres de champion de Côte d'Ivoire, 2 médailles d'argent au championnat d'Afrique avec la sélection et une coupe d'Afrique des clubs. Nous sommes fiers d'accueillir l'Est international ivoirien, Stéphane Konaté. Bonjour Stéphane. Bonjour Clintilex. Bienvenue dans Laissons parler les gens. Merci. Nous, on commence toujours par un jeu. Ok. Un jeu. Après, tu t'es habitué au jeu, donc c'est un jeu. Mais c'est un jeu de commentaires. C'est-à-dire que l'équipe qui écrit l'émission, qui réalise l'émission, va sur tes réseaux sociaux. Okay. On cherche des commentaires sur toi et nous, on les lit ici. Enfin, je les lis ici. Okay. Et toi, tu as l'occasion de répondre, ou soit de rétablir la vérité si c'est faux. Mais vraiment, c'est comme ça que ça se passe. D'accord, c'est cool. Premier commentaire. Stéphane Konaté, c'est un monument vivant ivoirien. Parle-nous un peu de la pression qu'il y a quand tu entends ce genre de commentaires ou bien ce genre de réaction. Où tout le monde, même moi, c'est un GOAT, il est fort, tout et tout. Donc, quand on dit que tu es, je vais mettre en griffe, un GOAT du basketball ivoirien ou bien un monument, déjà, c'est un travail qui a été accompli. Okay. Aujourd'hui, c'est la résultante de tout ce travail-là qui fait qu'on dit que tu es, tu vois. Okay. Mais là, on va faire un ascenseur émotionnel tout de suite de monument vivant ivoirien. Il y a un autre gars qui met Stéphane Konaté ne sera jamais le GOAT du basket ivoire. Réaction. Ouh, c'est son avis. C'est son avis. Comme c'est l'avis du premier commentaire, chacun dit ce qu'il a envie de dire. Chacun dit ce qu'il dit par rapport à ses ressentis, par rapport à ses expériences, par rapport à l'intérêt qu'il porte peut-être à moi ou à ceux qui l'entourent. Donc, il a ses raisons. Moi, je suis ce que je suis. Moi, comme on dit, le tigre ne réclame jamais sa tigritude. Moi, je suis Stéphane Konaté. J'essaie de montrer le meilleur de moi-même en donnant l'exemple surtout aux plus jeunes. Alors, le troisième, il y a eu beaucoup de commentaires, surtout quand, par rapport au Mondial 2023. Ouais, tu n'as pas participé au Mondial 2023. Donc, il y a un gars qui a laissé un commentaire en bas d'une publication. Franchement, c'est un gars de basketball. Moi, je ne maîtrise pas trop. Il dit, le problème de nos fédérations de sport, c'est-à-dire le généralisme en fait. Le problème de nos fédérations de sport, c'est qu'il y a plus d'intérêt personnel que commun. Pourquoi tu n'as pas été sélectionné? Il y a eu beaucoup d'événements qui s'est passé durant déjà les qualifications pour cette Coupe du Monde. Tu vois. Sportivement, je pense que il y avait pas lieu de ne pas être sélectionné. Après ça, c'est mon avis. Le président de la fédération d'alors, dans un de ses discours, disait que c'est le coach qui a choisi, c'est lui qui a fait sa sélection, et bon, c'est lui qui peut expliquer, et on respecte les choix du coach. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise après ça? Même si c'est pas vrai, même si ils ont fait leur sélection, ils sont à la Coupe du Monde, ça n'a pas marché. Moi, c'est une situation particulière qui a fait que je ne suis pas venu, peut-être, tu vois. De manière intrinsèque, franchement, je pense que j'apportais quelque chose de bien dans l'équipe nationale quand je jouais. Franchement. Moi, quand je jouais en équipe nationale, j'étais une autre personne sur le terrain. Oui. Je me transformais totalement, littéralement. Je me transcendais, en fait. Oui. En fait, ce corps-là ne m'appartenait plus. Comme j'aime dire, moi, quand je suis en équipe nationale, je donne mon corps à la science. Mais d'où ça vient tout ça? D'où ça vient? C'est l'amour de la patrie. C'est l'amour de la patrie, c'est l'amour du maillot, c'est l'amour du basket. C'est la passion. Tout simplement. Mais comment ça commence? Ça commence déjà à Korogo. Moi, j'ai grandi à Korogo. J'ai vécu à Korogo. J'ai fait toute mon enfance à Korogo. J'ai commencé par le football, comme tous les enfants de l'âge de 6, 7, 8, 9 ans.
Moi, je me suis dit, on va aller essayer le basket pour sortir un peu de Coro, tu vois. Ah, juste pour voyager, en fait. Exactement. C'est bête, mais c'est tellement simple. Donc voilà comment je laisse le foot et je me formalise dans le basket, tu vois. Là, j'ai 13 ans. Première compétition, boum, on sort, sélection équipe nationale. Ah ouais. Ah, tout de suite, tu vois. Tu vois un peu le truc. Très facile. Équipe nationale, 13 ans, sélection, je vais en France, compétition internationale à Agde, dans le nord de la France. Après ça, Minime, Douai, Marseille. Je sais que tu es devenu coach. Exactement. Et tu es beaucoup avec les enfants. Je fais des camps de basket. Ça fait 4 ans. J'ai une association qui s'appelle Une balle, un espoir. On organise des camps de basket avec réhabilitation du terrain, construction du terrain de basket. On fait aussi des sensibilisations sur plusieurs thèmes, tu vois. Franchement, c'est vraiment du giving back, tu vois. On redonne, moi je redonne ce que j'ai eu comme expérience. Je me dis, si, quand j'étais à Kourougo, là, dans son temps, si des personnes de bonne volonté venaient refaire nos terrains, venaient nous donner des ballons de basket, des équipements, est-ce que moi j'allais, peut-être que j'allais plus que ce que j'ai été dans le basket, tu vois. Là, tu as parlé de... C'est vrai, vous faites des camps, vous assistez les jeunes. C'est ça. Toi, à l'époque, qui toi t'assistais? C'est vrai que ton père était dans le sport, donc il connaît le domaine, tout et tout. Mais est-ce que c'était lui seulement qui te soutenait moralement? Parce que là, tu as parlé de santé mentale aussi. Parce qu'à 13 ans, faire ce parcours-là, il y a forcément une pression. Qui t'assistait, qui te donnait les conseils, qui t'encourageait? Personne. Ah ouais. Même le vieux était dans sa gamme. Tu sais, les vieux d'avant, là. Mon vieux était très rigoureux. Moi, il y avait, tu sais, avant, je sais pas si... Il y a cette communication là, entre toi et puis le père. C'est quand le père arrive... Tu t'élèves. Exactement. Quand il arrive, quand il vient au salon, tu te lèves, tu t'assois derrière. Tu vois, la télévision est devant lui, vous êtes derrière lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication. En fait, la communication est gestuelle. On ne parle pas trop. La pression mentale, là, on ne t'aidait pas. Parce que toi-même, tu ne pouvais pas venir expliquer le problème que tu vis au père. Ouais. Tu n'as même pas... En fait, comme on dit, tu n'as même pas qu'à me définir, venir expliquer. Parce qu'il y a c'est une peur, en fait, de venir parler au vieux. Avec le vieux, c'était pas des discussions. C'était des ordres. C'est différent. Donc, je me suis fait mentalement. Ah ouais. C'est ça, tu t'es fait mentalement. Je pense que ma génération, là, quand ils vont écouter ça, ils savent. Tu es obligé de créer un personnage, une carapace. Exactement, tu te crées une carapace. Généralement, c'est ce qui fait que les gens s'adonnent à la drogue. Tu vois, cigarettes, drogue, alcool. Bon, tu es un modèle pour les jeunes. Mais toi, à l'époque, c'était qui tes modèles? Moi, à l'époque, ici en Côte d'Ivoire, mon modèle, c'était Amala Bien Blaise. Ouais. Oui, moi, c'était vraiment mon idole. Moi, je voulais jouer avec lui. Et j'ai joué avec lui. Et international? En fait, mon vrai modèle, mon idole international, quand j'ai commencé à être, je lui ai dit, à prendre conscience du basket, c'était Kobe Bryant. Ah non, Kobe a triché Jordan. Ouais. Donc, si c'était Kobe, les deux en même temps. Exactement. Donc, j'ai commencé à bosser ses moves, essayer de jouer comme lui. Et ça marchait un jour. Il y avait un mouvement de Kobe. Les gens disent, ah, toi, tu joues comme Kobe. Il dit, hey. Dans ton cœur, dit, yeah. C'est ça que mon mouvement a pris. mais sérieusement, c'était quoi la particularité qui t'a influencé, en fait, chez eux? Déjà en Blaise Amala Bien, moi, je pense que c'était sa manière de jouer. Tu vois, moi, je voulais jouer comme lui, même sa manière de shooter, j'ai commencé à copier son shoot, tu vois. Mais ça, j'étais conscient que pour que je puisse copier, il fallait que je travaille ça, tu vois. Et donc, j'ai commencé à bosser. Franchement, j'ai bossé comme un malade. Kobe, déjà, c'est sa mentalité, tu vois. Il avait une mentalité qu'on appelle le mamba noir. Son visage, là, il est content. Il va t'attaquer où? C'est la même chose, ça ne change pas. Tu vois? Le body language là. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Donc tu ne sais pas s'il a peur ou s'il va t'attaquer. Tu ne sais pas. Donc ça, c'est une mentalité que moi, j'ai vraiment
adopté et que j'ai mis dans mon comportement. Tu deviens pro, mais rapidement. Oui. Pro, pour toi, c'est quoi? Déjà, bon, pro, c'est quand tu commences à déjà rentabiliser ce que tu fais. Ouais, plus ou moins. Quand tu commences à rentabiliser, où tu t'es dit tu peux payer ça sans que papa te donne les sous, sans que maman te donne les sous. Pour moi, c'est professionnel en fait. Il y a une partie de ça qu'on appelle le professionnalisme. Et après moi aussi, quand tu joues en championnat. Pour moi, ça c'est une partie. La deuxième partie de quelqu'un qu'on appelle professionnel, c'est dans le comportement. Un comportement de pro, c'est celui qui s'entraîne déjà hors l'entraînement collectif. Ouais, il ne va pas attendre mercredi, mardi pour s'entraîner. Donc, il a l'entraînement personnel. Il a les valeurs qui vont avec. La ponctualité, la discipline, le travail. Tu vois ce que je veux dire? Le don de soi, le respect, l'humilité. Mais ça là, c'est pas facile, hein? Et bien sûr que c'est pas facile. Le fait de allier travail et puis bonne valeur, tout et tout. Après, tu es jeune. C'est ça. Tu signes nouvellement, tu commences à toucher des jetons, tout et tout. Il y a forcément l'inconscience qui vient en fait. Mais toi, t'as pas eu de pression de ce genre-là. Je veux m'amuser parce que peut-être à la fin du mois, ils vont me payer encore. Toi, comment tu gères, comment tu quittes de tout ça là pour être Stéphane Konaté qu'on connaît aujourd'hui en fait? Moi déjà, quand on était plus jeune, les parents nous donnaient notre argent de poche qu'on devait gérer durant tout le mois. Donc, quand moi j'ai commencé à toucher de l'argent par rapport au basket, j'avais déjà cette habitude-là de gestion. Et je savais très bien que la carrière des sportifs est tellement courte que tu sais très bien qu'il faut gérer pour pouvoir te gérer après ta carrière. Tu vois? Même pendant ta carrière, il faut que tu te gères. Parce qu'il y a la saison et il y a l'intersaison. Donc, quand on te paye pendant la saison, là, au basket, on ne te paie pas pendant l'intersaison. Donc, comment tu te gères pendant l'intersaison? Donc, si tu te gères bien, comment tu gères les finances que tu as bien, pendant l'intersaison, là, tu te gères tranquillement. Tu n'es pas dans un déficit quelconque, au moins tu n'es pas dans la recherche de ressources additionnelles, parce que tu es comme ça. Voilà. Tu comprends? Pour que moi, je puisse dire à mon père, n'envoie plus de l'argent de poche à mes petits frères, moi, je vais le gérer. C'est que je sais parce que je ne fête pas. Quand tu fêtes là, tu ne pas dire à ton vieux, non, l'argent que tu as dans tes frères, là, toi, tu vas pas ça pour. Tu as ton nom, mais c'est. Le vieux, tu peux m'envoyer, je t'envoie. Tu vas dire encore, c'est mou, hein, il t'envoie encore l'argent. Alors que tu as l'argent à côté, tu ne dis jamais que tu as l'argent à côté, hein. C'est toujours mou. Tu vois? Donc, je me suis géré, hein. Franchement, j'ai su me gérer depuis l'enfance, avec l'éducation et les valeurs que tes parents te donnent. Ce qui fait que ça m'a vraiment facilité la gestion de ce que j'ai gagné en tant que professionnel. Mais est-ce que le fait d'être professionnel, d'avoir signé pro, est-ce que l'attitude des gens envers toi a changé? Au contraire même, les gens étaient tellement fiers de moi. Donc, quand on se voyait souvent, quand je revenais en vacances à Abidjan, à Korogo et tout, ils me disaient, non, il y a tel monsieur, tu le connais, il m'a dit, ah, mais c'est bien, ton fils, vraiment, il fait la fierté de lui, le vieux. Il fait la fierté de la famille Konaté. Et il fait même la fierté de Korogo. Ah ouais. Tu vois? Ah, c'est une responsabilité. Exactement. Donc, moi, quand je jouais là, c'est pas seulement je jouais que pour moi. Hein, je jouais aussi. Parce que tu représentes la famille, tu représentes le bled, gars. Korogo. C'est ça, Korogo. Mais aujourd'hui, même là, quand on dit, ah, lui là, il vient de Korogo. Tu vois? C'est cette fierté-là que tu donnes aux gens. Tu vois, tout de suite, on dit, ah, lui, il vient de Korogo. Hein. Donc, tous ceux qui sont de Korogo se voient en toi. Mais c'est pas facile, hein. Toujours, et puis le monde évolue, il y a toujours de nouvelles choses qui arrivent. Mais le pire, même, et tu te découvres aussi, en fait. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de distractions. Ouais. Il y a plus de distractions qu'avant. Ouais. Il y a tellement de distractions. Il y a tellement... Ouf. Il y a tellement de facilité à tomber. À tomber. Mais aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, c'est 2 fois plus difficile pour les jeunes. Mais comment tu gères? Comment toi, tu gères toute cette pression? Je reste. Souvent, les gens vont dire, mais toi, tu n'es même pas dans le truc, tu n'es pas un jeune, toi et tout. Comment toi, tu gères tout ça? Moi, je reste dans ce que j'ai tracé. Avec les valeurs là, je reste dedans. Ah ouais. Moi, je fais des entraînements 4 fois dans la semaine. Ok. Ça fait 16 fois dans le mois. Tu multiplies les 16 fois là, par 7 mois. Demande-le si une fois, je suis venu en retard. Souvent même là, ils sont là comme ça, hein, on s'entend à 18h. 17h58. Ils sont là, ils pensent que j'ai venu en retard.
Il pense que bon, l'école va venir en retard. 59! Il me voit. Bon, ici là. Piégé. Mais parce que, pour faire respecter cette ponctualité-là à mes joueurs, moi, je coupe leur argent. Hein. Ah ouais, il y a une sorte d'amende. Il y a des vois. amendes, frère. Ouais. Tu es en retard, il y a payes. une amende. Tu es absent, je te coupe 1 jour de ton salaire. Ah ouais. On te paye pour que tu sois là à l'heure, on te paye pour que tu sois là aux entraînements, on te paye pour que tu performes. Donc moi, je te fous cette pression-là en plus. Gars, il faut que tu performes pour que le club continue à avoir de l'argent pour te payer. Ouais. Ah, c'est ça. Si le club n'est pas performant là, on aura de plus en plus de difficultés pour te payer chaque fin du mois. Tu vois? Ouais. Donc moi, je te fous cette pression-là. Mais en vrai, c'est une leçon de la vie. En vrai, quand tu viens à l'heure à l'entraînement, il faut que tu sois à l'heure à tous tes rendez-vous de la vie active. Ouais. Tu comprends ce que je dis? Ça continue dans Quand le coach te dit, on arrête de dribbler. On arrête de dribbler, frère. Et ça là, on te dit, monsieur, ici on ne passe pas. Tu ne passes pas. Parce qu'on a dit arrête de dribbler dans le là, feu c'est est pareil. rouge. On dit stop obligatoire. Tu t'arrêtes. Ouais. Si tu passes au feu rouge là, tu as une amende. Ça c'est clair. C'est la vie qui est là. Tu vois ce que je te dis? Donc c'est pareil. Donc nous, dans le sport là, on t'apprend des valeurs qui vont te servir pour ta vie, frère. Ouais. Tu vois, la différence entre la motivation et la discipline, c'est le temps. La motivation, c'est combien fait de paille, mais la discipline, là, c'est même si tout tu n'as le plus la temps, motivation, tout tu le temps. continues. Exactement. Ouais. Et c'est ce qu'on apprend à inculquer aux jeunes. Moi, je veux savoir, est-ce que c'est le fait d'être autant discipliné qui t'a fait passer beaucoup de temps à l'ABC? Ouais. Parce que là-bas, tu arrives là-bas, tu as fait 1 an à l'Africa Sport. J'ai fait 3 ans à l'Africa. Ok. Tu n'as pas trop duré à l'Africa. 3 ans. 3 ans, et après, tu viens à l'ABC. J'ai fait Mais là, 19 ans, 20 ans à l'ABC. Vous remportez 17 titres, c'est ça? Ou... Oui, 17 titres. Ça fait 2 décennies que tu es là-bas. Tu n'as pas eu envie d'aller en France. Ah non, mais oui, mais j'ai bougé, moi. J'ai bougé. J'ai fait le Maroc, j'ai fait l'Égypte, j'ai fait l'Espagne, j'ai bougé. Mais le fait de rester 20 ans là, en fait, c'est ce que je veux comprendre, en fait. Non, mais si le club dans lequel tu joues est le meilleur club de Côte d'Ivoire, tu vas quitter le club pour aller où? Mais parce que, en fait, le truc aussi, c'est que chez nous, en termes de réussite sportive, il faut que tu joues à l'étranger, quoi. Dans la croyance populaire. Ouais. Mais le fait de rester là pendant 20 ans, est-ce que toi, ça ne te dérangeait pas de venir en sélection, de voir tes coéquipiers quitter à l'étranger, venir? Non, même pas. Au contraire, c'est une fierté pour moi même d'être en Côte d'Ivoire, de jouer dans un championnat local et d'être titulaire en équipe nationale, frère. C'est une fierté. Et ça montre la voie à tous ceux qui jouent le championnat local. Ok. Ça leur ouvre la voie. Et ça leur dit, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit l'endroit où vous jouez, vous avez le droit d'être en équipe nationale. Le droit. Et même d'être capitaine. Et même d'être capitaine. En tant que joueur local. Ouais. C'est pourquoi je te dis, être un pro là, c'est pas forcément parce que tu joues dehors ou bien tu as l'argent plus que quelqu'un, hein. Non, c'est dans le comportement de pro. Tu peux être un local et puis tu peux être un local et puis avoir un comportement de professionnel. Ouais. Tu as vu? Pour avoir le brassard, un capitaine là, c'est pas quelqu'un qui donne pas l'exemple, hein. C'est quelqu'un qui est exemplaire, qui arrive à gérer les jeunes, les autres. Mais c'est avec toutes ces valeurs qu'on a citées là. Oui. C'est ces valeurs incarnées qui fait qu'on te donne le brassard. Ouais, je vois. Tu vois? Ouais. Donc c'est un enchaînement. Donc, il n'y avait pas de monotonie. Parce que tu te fixes toujours des objectifs. Et tu travailles selon tes objectifs que tu t'es fixés pour pouvoir les atteindre. Ouais. Mais c'est un objectif pour moi aussi d'être 18 fois champion de Côte d'Ivoire. Ouais. Parce que je l'ai fait avec ABC, je l'ai fait avec l'Africa avant de venir à ABC. Et je l'ai fait aussi, là, je l'ai fait en tant que coach. Mais juste savoir, qu'est-ce qui fait que tu es déjà à l'ABC, qu'est-ce qui a fait que vous avez été au-dessus de tout le monde pendant 20 ans? Avoir 17 titres, ouais. Il n'y a pas place. L'Égypte même n'est rien devant vous, en fait. Non, qu'est-ce qui fait? Je pense d'abord, c'est la politique, la politique du club. Okay. Durant ces années, c'est de toujours valoriser le meilleur, les meilleurs. Donc, nous, on essayait dans le sport, c'est ça, hein, quand quelqu'un bien, une équipe, le recrute,
Ça s'est fait au football. Ouais. Tu es bon, on dit non, si tu joues, par exemple, je sais pas, un truc bête à Marseille, tu es bon, Arsenal veut de toi, Manchester veut de toi. C'est comme ça, c'est pareil pour le club en son temps. Donc ABC essaie de prendre les meilleurs. Mais est-ce que tu penses que c'est l'association des meilleurs qui fait une meilleure équipe? Non. Voilà. Donc après, malgré qu'il y a l'association des soi-disant meilleurs, il y avait le fait qu'il y avait le fait qu'on puisse créer l'alchimie entre ces joueurs-là. Parce qu'après, il faut gérer l'ego, il faut gérer les égos. Qui fait que, parce que tout le monde est meilleur. Quand on voit les meilleurs dans un même groupe, là, il faut qu'il y ait cette gestion des égos qui fait que l'alchimie et la mayonnaise puissent prendre pour qu'on puisse avoir une très belle équipe qui va gagner tous ses lauriers. Donc c'est tout ça que le club avait réussi à faire durant ces années et qui a fait que voilà, on a pu avoir tous ces titres-là. Ouais. Maintenant en équipe nationale. Ouais. En 2009, vous êtes vice-champion. D'Afrique, ouais. L'équipe nationale, comme tu l'as dit, toi-même quand tu arrives là-bas, tu n'es plus toi-même. Oui. Quand vous arrivez en 2009 à la finale, qu'est-ce que tu t'es dit? Déjà même, on n'était même pas prévu pour être en finale. On était une équipe lambda. On dit ça comme ça. Un peu comme la Zambie à la CAN, les petites équipes comme ça. Okay. Exactement. On est venu, on a mélangé tous les calculs des gens. On a tout mélangé. Mais je te dis, franchement, on a mélangé. On sort dernier de notre poule. Ah ouais. Tu vois? Donc on va jouer un match de barrage contre le premier de la poule en face, qui était le Sénégal. En plus, le Sénégal. Avec tous ces joueurs NBA, avec tous ces joueurs qui jouent en Euroleague. Le Sénégal, c'est chaud. On les bat de 10 points, frère. Ah ouais. Bon là, quand vous battez le Sénégal 10 points, vous dites quoi? C'est gâté. C'est gâté. Mais Joe, on n'a aucune pression. Non, il n'y a pas de pression. Non, on est perdant. On perd au... on gagne au... C'est bien. On les a battus. Ouais. Depuis les 10 points. Ah, ça. Après, on joue contre le Cameroun en demi-finale. Parce qu'avant, ce qui se faisait, c'est qu'on prenait les 3 premiers de l'Afro-Basket pour se qualifier directement au mondial. Il n'y avait pas de qualification après, non. Quand on parle le premier, le deuxième et le troisième, ils sont qualifiés directement pour la Coupe du Monde. Tu vois? Donc, en demi-finale, on voit qu'il y a une place à jouer. Mais on ne se met pas de pression. Parce que quand on gagne ou qu'on perd. Donc, pour te raconter une anecdote, c'est qu'on est là et on regardait la télévision. On s'est ensemble dans le couloir, on regardait la télévision, comme ça. Et puis, il y a le spot de la Coupe du Monde qui passait depuis le début de l'Afro-Basket. Et puis, tu vois, ça parlait de la Coupe du Monde 2010, ça faisait les publicités avec Kobe Bryant, paix à son âme, avec Pau Gasol. Bon, tu vois, ça faisait les publicités, tout ça, machin. Et puis bon, tu regardes et dis, hey, Coupe du Monde. Mais en fait, notre esprit n'était même pas là-bas. Tu n'étais même pas dedans, même. Vous êtes là, vous vous amusez ici. On se voyait même pas là-bas même. Donc, on regardait pour regarder, quoi, tu vois. Donc, chaque jour, ça passait. Et en demi-finale, on joue contre le Cameroun. On bat le Cameroun. C'est automatiquement... Une fois de plus, on bat le Cameroun. C'est automatiquement un ticket pour la Coupe du mondial. Voilà, maintenant, quand on regarde, là, on va en chambre et tout, à l'hôtel, quand on regarde la pub, on dit, ah, non, si on va là-bas aussi. Donc, on a commencé, tu vois, à s'intéresser différemment, autrement. À la compétition. Au sport. Ouais. On dit, non, si on va là-bas. On va là-bas aussi, parce qu'on est qualifié d'office pour la Coupe du Monde. Ouais. En finale, on croise l'Angola, l'ocre angolaise. Ouais, ben, on perd contre eux de, je pense, 8 ou 10 points, je crois. Bon, ça va, pour quelqu'un qui n'était pas prévu arriver là-bas. Exactement, Joe s'en foutait. Vice-champion d'Afrique, qualifié pour la Coupe du Monde, gars. Ça va. Mais pour juste savoir, c'est vrai, là vous partez, vous n'êtes pas prévu. Toi-même, tu as dit, vous avez faussé les calculs des gens, tout et tout. Mais c'est une pression quand même. Le fait de juste avoir orange, blanc, vert sur le maillot. Oui. Et en quoi cette pression-là est différente de la pression en club, c'est-à-dire à Abidjan Basket Club? L'équipe nationale, là, tout le monde te voit jouer, gars. Tout le pays te regarde. Okay. En club, en termes de ratio, c'est très déséquilibré. C'est très déséquilibré. Donc là, tu as la pression du drapeau. Tu vois? Donc tu as la pression du drapeau, tu as la pression de résultat. Mais quand l'équipe plus ou moins, on va dire l'équipe n'est pas trop forte, on dit bon, on va... Avant on disait on partait pour participer.
Tu vois, maintenant, c'est différent. Maintenant, on dit on va pour gagner. Jouer pour gagner. Non, c'est différent. Tu vois, le mindset même devient différent. Donc, quand tu vas pour participer là, tu n'as pas de pression. Même quand tu joues pour le pays. Tu vois ce que je veux dire? Et après, la petite venant en mangeant, match après match, ben. On va pour gagner. Exactement. Ouais. Tu vois? Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, le pays a un statut qui fait que quand on participe à une compétition, on va essayer de la remporter. À quel moment, toi, tu t'es rendu compte que tu étais une personnalité publique? La première fois où tu t'es dit, ah, c'est plus Stéphane Konaté, mais c'est Stéphane Konaté de la Côte d'Ivoire, quoi. L'impact des médias et des réseaux sociaux. Mais par exemple, vous jouez un match et vous perdez le match. Tu connais les Ivoiriens. On se déchaîne si vous... Est-ce que, quand tu étais encore joueur, est-ce que tu avais l'habitude de voir les mauvais commentaires? Qu'est-ce que ça te faisait? Est-ce que tu t'es plus abattu ou ça te boostait? Qu'est-ce que ça te faisait? Tu sais, moi, souvent, je prends les mauvais commentaires même pour me forger. Donc, quand tu comprends que quand tu gagnes, on va t'encenser. Oui, vous êtes forts, les gars, machin, merci pour la victoire, merci. Non, Stéphane, tu as tué, non, machin. Et quand on perd, il faut aussi que tu acceptes que les gens te tombent là-dessus. Après, c'est l'éducation des gens. On doit aussi éduquer les gens sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que quelqu'un a perdu que tu vas l'insulter. Tu peux critiquer. Et il y a la manière aussi de critiquer. Tu vois, c'est différent d'insulter. Les gens insultent, les gens critiquent. Bon, machin, quand vous gagnez là, c'est aujourd'hui là, tout le monde est coach. Hein. Tout le monde sait jouer au basket, tout le monde sait jouer au foot. 30 millions de coachs. Non, non. Si, bon, chacun fait sa composition des équipes, chacun fait ses remplacements, chacun dit, mais Joe, c'est la force, ce sont les réseaux sociaux. Mais après aussi, quand tu perds, toi-même, en tant que sportif, tu sais pourquoi vous avez perdu, tu vois. Tu as une mettre en question. Voilà, donc tu te prépares par rapport à ça, tu travailles par rapport à ça, par rapport au prochain match, pour pouvoir essayer de gagner. Moi, ils ont menti sur moi, oui, il y a tellement de mensonges. Mais j'ai juste à connaître la vérité. Tu comprends, non? Mais eux, ils sont qui pour que moi, je me lève pour dire, ah non, c'est que vous êtes là, c'est foin, je vais vous donner la vraie version. Allez-y, parlez, quoi. Parlez, comme on dit, laissons parler les gens. Il a fait le placement. Laissons parler les gens. Tu vois? Par contre, si tu commences à m'insulter, tu commences à me harceler, là, il y a des voies et recours pour ça. Ah, ok, je comprends mieux. Non, moi, je ne joue pas à ça. Parce que tu sais, tu peux faire 20 ans de ta vie à bâtir une réputation. Et des gens, sur un mensonge, vont salir ta réputation en une heure. Bah, après, quand on parle de sport, c'est vrai, il y a soit la victoire, la défaite, le match nul, quand c'est basket, sinon, il y a aussi les blessures. Oui, ouais. Il y a aussi les blessures. Est-ce que toi, il y a une blessure qui t'a vraiment fait douter? Ou qui t'a mis hors jeu même? En 2018, moi, je me suis blessé. Mais grave. J'ai eu une fracture du péroné avec entorse grave de la cheville. C'est-à-dire, ça là, je t'expliquais ça comme ça. C'est quand tu vas voir le pied là, qui t'a dit, hé, moi, on m'a dit que ma carrière était finie. En 2018, j'avais 38 ans. Ok. Un sportif qui se blesse gravement comme ça à 38 ans. En chaud. Côte d'Ivoire ici. C'est compliqué. Tu vois, on dit non, sa carrière est finie, c'est fini, il ne pourra plus revenir. 2018, il y a quoi? Il y a 7 ans. J'ai joué encore. Opération, tout ça. J'ai fait 2 mois. 2 mois, rééducation compris, reprise. Tu sais, quand t'es à l'hôpital, là, la douleur, là, on gère ça. Tu donnes des antidouleurs dans la perfusion, tout ça. Les trucs comme ça. Quand on m'a libéré, quand j'arrive à la maison, avant que je prenne les premiers cachets pour les douleurs et tout ça, machin, j'ai dit, la douleur la douleur que j'ai ressentie, on ne peut pas expliquer. C'est ceux qu'on a déjà opéré là, et ils savent. Ils ont mis fer dans mon pied, Joe. La douleur que moi j'ai ressentie là. J'ai pleuré.
Ah ouais. Là-bas seulement là. Mais en fait, ça a duré 30 secondes. Mais le lendemain, je me suis levé. J'ai commencé à faire des pompes. Des tractions. Avec pied. Ma femme m'a dit, mais le gars, c'est un malade, hein? Mais comment ça avait changé? J'ai dit traction, abdos, traction. Même pas une semaine, ici en salle de muscu. C'est pied qui est cassé, mais en haut, peut travailler. Donc, il fallait que je rattrape le temps. Parce que le problème de la blessure, c'est le temps. Donc, quand je suis revenu avec mon pied là, j'ai continué. J'ai gagné du temps. Tu vois, parce que je m'entraînais déjà au préalable. J'ai gagné du temps. Mais quand tu es revenu, est-ce que, je veux dire, l'énergie que tu avais avant la blessure était la même ou elle s'est multipliée par 2 ou par 10 même? Multipliée par 2. Pour te dire, en termes de chiffres, l'année 2018-2019, j'ai été meilleur joueur de la saison. J'étais meilleur marqueur, meilleur passeur. Je n'étais pas mis les meilleurs rebondeurs. Ah ouais. Pour te dire. Comme quoi la blessure est venue. Non, mais c'était de la vengeance. Mais est-ce que c'est dû au fait que tu t'es dit que ta carrière pourrait s'arrêter après la blessure? Exactement. Que ça crée ce sursaut? Exactement. Ah ouais. En fait, tu te rends compte que ta carrière peut s'arrêter à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Ah ouais. À n'importe quel moment. Ouais. Tu vois, là, ces temps-ci, là, il y a vraiment les sportifs et pratiquement les personnalités publiques qui sont plus ou moins ouverts sur leur santé mentale, en termes de compétition, par rapport à la pression qu'ils ont endurée. Ouais. Maintenant, comme on gère, ici en Côte d'Ivoire, les équipes n'emploient pas de préparateur mental. Hein. Ouais. Donc très souvent, on confie la préparation mentale soit au plus ancien, soit au capitaine ou bien au coach. Le capitaine, mais souvent lui-même, là, il a besoin même de Sadio. Et puis il va venir. Il va dire, les gars, moi ça va pas, mais. Lui-même, il va venir, on lui donne la lourde tâche de gérer mentalement ses camarades. Et pour nous, et moi je parle en termes de croyance populaire, c'est-à-dire que pour le jeune lambda au quartier, lui, quand on parle de basket, lui, pense aux États-Unis, NBA, tout et tout. Est-ce que selon toi, cet aspect de n'avoir pas fait l'NBA, ça manque à ton palmarès? Est-ce que ça te touche? Faire la NBA, là, c'est pas une évidence. Hein? Ok. Pour un joueur de basket. Hein? Et puis, c'est pas une fin en soi. Je n'ai pas eu l'opportunité d'être vu par eux pour jouer en NBA. En fait, imagine-toi que pendant jusqu'à l'âge de 22 ans, il n'y avait pas encore Internet. Donc, comment les gens vont te voir? Tu comprends? Comment les gens vont te voir? C'est clair. Parce qu'il faut que tu sois détecté. Donc, il faut que des scouts, comme on dit chez nous aussi, des détecteurs, des scouts viennent te dire, ce joueur-là, ouais, on peut le... Mais non, pour toi, c'est une frustration. Moi, c'est vraiment... Comme je t'avais dit, c'est même pas une frustration. Pourquoi? Parce que chacun a sa destinée. Franchement, comme je dis, je ne regrette rien du tout. Mais franchement, rien. Au contraire même, c'est faire en sorte que des Ivoiriens, grâce à nous, jouent en NBA. Alors Stéphane, là on a vraiment terminé. Ouais. Mais est-ce que tu avais une question quand tu venais, tu t'es dit, c'est Clint Less qui anime, Fosme va me poser une question bizarre et que je vais pas poser? Non, c'est quand ton prochain spectacle, c'est ça qui m'intéresse. C'est bon, merci Stéphane, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à Laissons parler les gens de m'avoir invité à cette émission. Ça fait plaisir. Émission sympathique. Ouais. Je vous suis aussi. Merci beaucoup. J'ai suivi plusieurs passages, différents artistes. Ouais. Franchement, merci pour ce que vous faites. Et puis, j'espère que vous allez continuer dans ce sens. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça, on ne peut plus rien ajouter derrière, il a tout dit. Merci d'avoir suivi cet épisode. Un grand merci à l'équipe de Laissons parler les gens, Audrey Licoun à la production. Merci aussi à mes gars sur de Abidjan Podcast Studio. Laissons parler les gens est un podcast pensé et créé par Historias Media en partenariat avec la Commission européenne. Ce podcast a été financé par l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de Historias Media et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. Allez, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro. Sur ce, bisous et puis abonnez-vous.